Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Michael Borde, développeur passionné chez Arpinum, et je vais vous parler de tests automatisés en Bash. En Bash. Je travaille sur un plateau de développement, et avec mon équipe, nous avons pour mission de faciliter le quotidien de tous les développeurs. Rien que ça. Quelques stats. La mission est aussi compliquée qu'intéressante. On va prendre la DeLorean et retourner quelques mois en arrière. Un beau matin, on s'est dit, et si on automatisait les tâches répétitives et complexes du quotidien? En faisant le tour de nos postes de développement et des différents serveurs, on s'est dit le plus simple était d'utiliser Bash. Évidemment. Finalement, 3 fois rien. Ça concernait le clone ou le checkout massif d'entrepôt Git, mais avec un peu d'imagination, on s'est mis à vouloir créer, supprimer des branches, voire même jusqu'à livrer l'intégralité des projets. Ok. On a près de 20 scripts qui travaillent pour nous actuellement. Le tout en Bash. Il y en a pour tout le monde, développeurs, administrateurs, mais aussi livreurs. Et il fonctionne sur différents environnements, Windows, Linux, sur Jenkins et sur macOS. Il y a même un mode de test manuel pour voir si on ne va pas déclencher l'enfer en situation réelle. On applique tous les conseils des équipes Bash de Google, sauf un peut-être. Si vous écrivez un script qui fait plus de 100 lignes, vous devriez sûrement l'écrire en Python. En Python. Mais il est malheureux, Dawson. Il n'a pas envie de faire du Python. Il n'a pas envie de faire du Ruby non plus. C'est compréhensible. Scripter en Bash, quand on regarde sur Internet, c'est beaucoup de chance. Une bonne dose de Stack Overflow, et pour les situations les plus désespérées, il reste le Necronomicon. Pourtant, nous avons 5000 lignes de Bash. Alors ok. Et si Bash n'était pas le problème, finalement? Et si le problème était la complexité que nous produisions nous-mêmes? Donc finalement, autre question, et si Bash n'était pas un langage de script, mais un langage de programmation? Alors, je sortirai les outils habituels. TDD, XP, Clean Code. Yes, Clean Code en Bash, concrètement. Rien ne nous empêche, en Bash, de respecter les principes solides, et notamment le principe de responsabilité unique. Rien ne nous empêche de limiter les duplications, de rendre explicites nos variables. Par contre, existe-t-il un équivalent à JUnit? Eh bien, après quelques recherches, bof. Bof. Et je ne me satisfais pas d'un bof. Alors un matin, je me suis dit, je vais créer mon API de test automatisé en Bash. Et en plus, je suis payé pour ça. Et ça, c'est cool. Les objectifs de l'API étaient simples. Objectif numéro 1, favoriser TDD. Ensuite, ressembler à XUnit. Être compatible avec l'intégration continue. Respecter la notion de test unitaire. Et cerise sur le gâteau, être en français comme le reste de notre code. Sur la définition first des tests unitaires, je voulais me concentrer sur les 3 points du milieu, que les tests soient isolés, répétables et auto-vérifiants. Isoler, c'est l'enfer en Bash. Vous imaginez qu'en une commande, vous modifiez des variables globales et vous supprimez une arborescence. Histoire vécue. Et donc, du code. Tout se passe dans l'exécuteur de test. C'est le grand stratégaire. Le voici. Il est un peu édulcoré pour qu'il rentre dans le timing de la présentation. Étant donné un répertoire, on va scanner l'ensemble des fichiers de test, les fichiers qui par convention se terminent par test.sh. On va exécuter tous ces fichiers, on va regarder ce qui s'est passé et on va afficher le résultat. Ok. On va zoomer. Pour un fichier en particulier, on va encapsuler toutes les méthodes de test dans un setup et teardown global, comme un XUnit, et on va lancer tous les tests.
OK. Next. Au niveau d'un fichier en particulier, on va commencer par détecter l'ensemble des fonctions de test, les fonctions publiques. On va les encapsuler entre des setups et teardown locaux et on va analyser l'exécution des tests. On a une API d'affirmation riche, deux cas simples, affirmation de l'égalité, c'est le plus simple qui peut fonctionner. On va vérifier qu'un attendu est égal à l'obtenu et on affiche un message d'erreur. C'est facile. On peut affirmer le succès aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, bash, mais en bash, on ne peut pas retourner de valeur autre qu'un code de retour, et donc c'est pas mal de vérifier un succès ou un échec. Deux exemples simples. Étant donné un pom.xml en version 1.0, je demande la version de ce pom grâce au module Maven qui va faire des requêtes XPath en XML. C'est sûrement immensément compliqué, j'en sais rien. Je vérifie que la version est bien 1.0. C'est ce type de test qu'on manipule. C'est pas compliqué. Un test un peu plus ambitieux, je vais cloner un entrepôt module A sur la branche intégration. Et je vais dire, change la branche de tous les entrepôts qui commencent par mode et passe-les sur master. Je vais récupérer la branche courante de ce même module et je vais affirmer que c'est master. La sortie des tests, l'ensemble des tests sont listés avec OKKO, en vert ou rouge, et en bas un résumé. Alors ça donne quoi dans la vraie vie? Ça donne ça. Ça déroule, ça déroule, ça déroule. Avec le résultat au final. Les tests sont auto-vérifiants. Il n'y a pas besoin de bidouiller pour savoir si on a bon ou si on n'a pas bon. C'est un peu verbeux, je vous l'accorde. Alors je peux faire ça. Voilà. Je peux l'extraire au format XUnit pour qu'il soit compatible avec Jenkins, si ça me chante. Voilà. Bien. Alors si je repars sur mes 5000 lignes de bash, j'ai un petit peu menti. Il y a un gros tiers de ce code qui correspond au test finalement. C'est un ratio un peu moins élevé que dans les projets habituels, mais ça reste du bash et j'arrive à m'en contenter. Quand je zoome encore plus sur les stats, là j'ai une petite déception. J'ai plus de tests d'intégration que de tests unitaires. Ouais, c'est pas facile de tester la livraison d'un projet sans vraiment vérifier s'il est livré ou pas. Sans surprise, par contre, les tests d'intégration sont vraiment infiniment plus longs que les tests unitaires. Pour les curieux, j'ai mis à disposition l'API que j'ai présentée aujourd'hui sur GitHub. J'ai mis à disposition sa petite sœur, en anglais par contre, c'est open source. Elle contient infiniment plus de fonctionnalités que ce que je vous ai présenté. Allez y faire un tour pour les plus curieux. Et ceci conclut ma présentation. Tu veux le micro peut-être? Non, non, mais sinon... Ouais, au début, tu parlais d'isolation. Tu as réussi du coup à le développer, d'avoir une isolation quand tu fais tourner tes tests et oui. Pas supprimer. Okay. En fait, le test lui-même est exécuté dans un sous-processus, ce qui fait que s'il crash, ben, on peut quand même récupérer le retour dans le test du haut ou l'exécution du fichier en lui-même. Pour tout ce qui est variable d'environnement, par exemple, Shebang Unit a été fait en TDD avec lui-même. OK ? Et donc en fait, Shebang Unit modifie son comportement interne pour pouvoir savoir si on a bon ou pas, et pour autant, on veut qu'il soit capable de se tester aussi tout seul. OK ? Donc j'arrive à redéfinir l'ensemble des variables ou méthodes publiques. Je leur donne un petit nom sérialisé pour éviter qu'il y ait des effets de bord. À chaque fois que j'exécute un test, je peux l'exécuter une fois ou 1000 fois. Je garantis son isolation. Un petit exemple.
j'ai un petit -d, dice mode. En fait, ça exécute les tests aléatoirement. Les fichiers aléatoirement et les méthodes de test aléatoirement. Comme ça, si quand je développe, quand je suis client de cette API, je peux voir que j'ai introduit un effet de bord que l'API ne m'a pas prévenu. Voilà. Et au niveau de l'isolation du système de fichiers, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place? C'est des pratiques de développement après. Dans mes tests, j'utilise des commandes comme mktemp qui permettent de créer des répertoires temporaires uniques. Je les crée, je les démonte. En fait, je fais en sorte que mes données soient créées et supprimées à chaque test. Tout ça dans le répertoire temporaire. Yes. Par rapport à un outil de type, est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil à SH Unit? Et si oui, quelles sont les différences entre Shebang Unit et SH Unit? SH Unit est très bien, mais change vraiment mes habitudes de test. J'ai l'habitude de manipuler JUnit et tous les petits frères XUnit. Et SH Unit, c'est un autre paradigme. Je voulais vraiment quelque chose qui se rapproche de ça. Je voulais aussi rajouter toutes les fonctionnalités que je voulais dans un projet qui est maintenu, puisque c'est moi qui le maintiens. Je le sens en vie, alors que SH Unit, je le sens pas trop en vie. J'avais pas envie de le reprendre non plus. Et c'est un petit défi personnel de développer ce genre d'API. Donc voilà, je dirais que c'est presque l'argument numéro 1. Surtout que ça prend pas longtemps pour faire une API minimale qui permet de répondre aux besoins. Pardon. Merci.